Un plateau avec 2 invités mais pas d'animateur. Seuls devant les caméras, ils sont là pour débattre. Alors on commence par vous, présentez-vous. Je m'appelle Laurent Chicoineau, je suis directeur du CCSTI, donc le Centre de culture scientifique, technique et industrielle de Grenoble, qui s'appelle la Casemate aussi, c'est plus simple à retenir, et c'est un centre qui a été créé en 1979, c'est le premier centre de cette nature qui a été créé en France. Et à votre avis, pourquoi est-ce vous qui êtes là aujourd'hui ? Sincèrement, j'en sais rien. Pourquoi moi ? Je pense que beaucoup d'autres auraient pu faire l'affaire. Il se trouve que nous, dans les CCSTI, on travaille sur, non pas sur la collection d'objets, mais sur les expositions et les événementiels et les actions culturelles. Et peut-être que c'est un regard, en tous les cas, différent ou en tout cas parallèle à la muséologie d'objets scientifiques. Même question, qui êtes-vous ? Je suis Daniel Jacobi, professeur à l'Université d'Avignon et chercheur dans un laboratoire qui s'appelle Culture et Communication. Et pourquoi vous pour ce débat ? Je suppose parce que je suis un des professeurs et des chercheurs qui travaillent depuis assez longtemps sur ce qu'on appelle la muséologie, plus particulièrement la muséologie des sciences et des techniques. Et avant de m'occuper de muséologie des sciences et des techniques, j'étais déjà relativement connu comme spécialiste de la vulgarisation scientifique. Vous avez maintenant 30 minutes rien que pour vous, avec, comme point de repère, une lumière rouge qui s'allumera si on a besoin de vous interrompre. Première partie du débat. Quand on me demande de dire quelles sont les missions du musée, j'ai l'habitude de dire qu'il y a 3 grandes missions. Premièrement, les musées ont comme première mission de constituer le patrimoine des sciences et des techniques. Et c'est une question qui est préoccupante dans notre pays parce qu'aujourd'hui, le nombre de musées qui construisent le patrimoine, qui le gèrent, est devenu très restreint. Et donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait à l'avenir l'équivalent du Conservatoire national des arts et métiers. La plupart de ce que fabriquent comme objet, comme technique, comme dispositif, les sciences et les techniques a tendance à disparaître directement dans la poubelle. Et donc cette question du patrimoine, qui est normalement la première mission des musées, est aujourd'hui problématique. La deuxième mission des musées, globalement les musées ont une mission d'éducation. La troisième mission des musées, c'est de questionner les rapports entre sciences, techniques et société. Voilà, selon moi, quelles sont les missions. Je ne sais pas si vous êtes d'accord et si vous partagez... Oui, sur les missions des musées, je suis parfaitement d'accord. J'étais en train de me dire que les centres de culture scientifique, puisque, bon, étant directeur d'un centre de culture scientifique, technique et industrielle, et non pas d'un musée scientifique, je me dis que le mouvement des CCSTI a renversé finalement les trois axes dans une priorité qui est mise aujourd'hui sur le rôle des sciences et des techniques dans la société, que la deuxième mission qui est pivot, en quelque sorte, qui est l'éducation, est aussi une des missions qui est remplie par les CCSTI, même s'il n'y a pas forcément une grande proximité entre le monde de l'éducation aux sciences, le monde de l'éducation formelle aux sciences et celui de l'éducation informelle, qui est peut-être plutôt celui réservé au musée. Et par contre, sur la question du patrimoine, là, c'est vrai que les CCSTI sont pas très bons du tout, puisque c'est même plus du tout dans leur... Enfin, c'est plus réellement dans leur mission. Et je suis bien d'accord avec vous sur la question du patrimoine scientifique, universitaire et même industriel aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on prend les nouvelles technologies, si par exemple on s'intéresse à la microélectronique, sans parler même de la nanoélectronique, mais la microélectronique ou les technologies des téléphones portables par exemple, aujourd'hui, on n'a pas de lieu qui nous présente les premiers téléphones. Si on s'intéresse aux composants, si on s'intéresse à tous ces contenus, il n'y a pas réellement de politique de conservation de tout ça en France, alors que la France a été, quand même dans les années 68, un des premiers circuits intégrés au monde a été fabriqué en France, à Grenoble, il se trouve, mais aussi on peut penser à la carte à puce, par exemple, qui a été inventée en France. Et il n'y a pas beaucoup de traces de tout ça dans les musées scientifiques aujourd'hui. Vous avez raison, mais moi je suis de ceux qui déplorent qu'aujourd'hui on n'ait pas de grands musées des sciences au sens de ce qu'on appelle un musée, c'est-à-dire constituant des collections. Parce que je fais l'hypothèse que les musées sont destinés à durer, alors que les institutions qui sont des lieux de débat et de rencontre sont des lieux passagers
qui ont du mal à s'inscrire dans le temps. Ce qui fait la force d'un lieu qui est un musée, c'est la présence du patrimoine. Et dès qu'on entre dans un vrai musée, la différence est palpable. Il y a le poids du passé, il y a le poids du patrimoine, il y a la richesse des collections. Et donc, il y a l'idée que le fait qu'on accumule un patrimoine et qu'on essaie, qu'on se préoccupe de le transmettre aux générations futures, ça donne un poids à l'institution, ça leste l'institution d'une mission qui est, à mon avis, incomparable dans la société actuelle. Les musées sont proches des archives et des bibliothèques, qui sont des institutions très anciennes et qui nous survivront à coup sûr. Je ne suis pas sûr que ce sera vrai pour les centres de culture scientifique, technique et industrielle ou pour ce grand bâtiment aménagé à grands frais à Paris qu'on appelle la Cité des sciences et de l'industrie. Oui, effectivement, je ne peux pas garantir que les CCSTI nous survivront, je suis un peu d'accord avec vous. Il me semble néanmoins qu'il y a un manque d'articulation peut-être avec une certaine forme de regard sur l'actualité, une certaine forme de réflexion aussi prospective dans pas mal de musées techniques et scientifiques. Et c'est peut-être la raison pour laquelle les CCSTI ont été créés. Les CCSTI travaillant sur de l'actualité, travaillant sur du débat très actuel, très contemporain. Mais je rejoins encore une fois la question de l'histoire et du patrimoine, parce qu'il m'apparaît que c'est vraiment un des résultats de ces dernières années, c'est qu'on a besoin de s'appuyer sur l'histoire. Alors c'est peut-être un petit peu naïf, peut-être pour le professeur d'université d'entendre ça de ma part, mais on a besoin de s'appuyer sur l'histoire. C'est-à-dire quand on travaille sur l'actualité, quand on travaille sur la prospective, on a véritablement besoin de s'appuyer sur l'histoire, de comprendre les dynamiques dans lesquelles se situent par exemple les controverses et les nouvelles technologies d'aujourd'hui. Et c'est cette articulation qui nous manque aujourd'hui dans les CCSTI, mais qu'on ne trouve pas, ou moi personnellement je ne trouve pas encore vraiment dans les musées techniques et dans les musées scientifiques. C'est-à-dire que ce lien entre le passé, le présent et le futur. Oui, je suis... Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Je suis évidemment d'accord avec cette idée, mais je voulais surtout insister sur l'idée que, lié aux collections et à l'enrichissement des collections, il y a tout le travail de recherche et d'analyse des collections. Et je crois que la question qui se pose aujourd'hui pour les musées de sciences en général, c'est... puisqu'on ne constitue plus de collections et puisqu'on n'a plus de spécialistes dans la plupart des musées en train de travailler sur les collections, comment pourra-t-on se poser des questions dans 20 ans ou dans 50 ans sur ce qu'étaient les techniques et les sciences à la fin du XXe siècle et au début du XXIe? Si on regarde l'étendue des collections, par exemple des muséums d'histoire naturelle, qui travaillent aujourd'hui à constituer les collections des muséums d'histoire naturelle de l'avenir, qui collectionnent les changements qui sont liés, si changement il y a, concernant la perte de la biodiversité ou le réchauffement climatique. Qui s'intéresse à ces questions? Qui constitue les collections sur lesquelles les chercheurs pourront travailler dans les années qui viennent et sur lesquelles on pourra attester, apporter des preuves pour faire... la deuxième mission des musées, c'est-à-dire le travail d'éducation au sens large, d'éducation non formelle auprès des publics qui viennent spontanément s'intéresser à la culture scientifique et technique. Cette question est très préoccupante aujourd'hui. Une collection est à la fois un regroupement d'objets correspondant à un thème et l'activité qui consiste à réunir, entretenir et gérer ce regroupement. Mais pourquoi aujourd'hui n'en constitue-t-on plus ? On ne constitue plus de collections parce que les collections apparaissent aujourd'hui comme quelque chose de stérile. Ça prend beaucoup de place et ça n'a pas d'utilité immédiate. Et donc, généralement, on préfère consacrer des crédits à l'exposition, aux médias, et pas à l'institution et à ses collections. Si vous voulez montrer la première pile atomique, c'était un monstre. Il faudrait construire un immeuble pour... la conserver. Et on ne sait pas encore, on n'est même pas sûr de trouver des personnes capables d'expliquer comment elle était montée, puisqu'elle a été démontée, et comment elle fonctionnait. Donc, cette seule volonté de constituer une collection sur un gros objet scientifique et technique, aujourd'hui, est une tâche d'une telle complexité et d'une rentabilité nulle ou faible, puisque c'est aussi peu spectaculaire que possible. C'est un prototype, la première pile atomique,
Et donc, on ne voit pas très bien comment on va pouvoir montrer ça à un très large public. Mais pourtant, c'est fondamental de garder une trace et un témoignage de l'inventivité et du travail des chercheurs. Donc, ce travail-là, il est coûteux, il prend beaucoup de place et il n'est pas spectaculaire. Voilà les raisons pour lesquelles, aujourd'hui, on fait très peu d'efforts pour constituer des collections. Est-ce qu'on est obligé de garder l'objet absolument ou est-ce qu'on ne peut pas, par des moyens virtuels, je pense par exemple à conserver des plans, conserver des témoignages des ingénieurs qui ont travaillé dessus, conserver des témoignages des gens qui ont été, pas forcément que les ingénieurs non plus, et puis faire une modélisation par exemple la plus précise possible de cette première pile, pour rester sur cet exemple. L'objet en lui-même a une valeur intrinsèque. Vous avez raison, mais il faut faire les deux. Parce que moi, je suis tout à fait étonné quand je vois des prototypes et de vieux objets de la dimension bricolage, de la dimension amateur. Et ça, c'est aucun plan, aucun dessin n'arrivera à montrer la place du travail humain, du bricoleur, de celui qui s'est heurté à la complexité du matériau. Et donc, c'est un peu comme quand on regarde une reproduction d'un papier découpé de Matisse, et quand on voit vraiment en reproduction à Internet, et quand on voit enfin, pour la première fois, accroché sur le mur un papier découpé de Matisse. Et on voit que sur le papier découpé, il y a la trace des coups de pinceau, il y a la maladresse de ses ciseaux, puisque il était atteint de la maladie de Parkinson, il ne pouvait plus tenir des pinceaux au moment où il a fait ses papiers découpés. Et donc ça, franchement, il n'y a rien qui pourra remplacer le contact avec les vrais objets. Et vous ne pensez pas que les universités auraient un rôle à jouer dans cette conservation du patrimoine scientifique et universitaire qui est beaucoup développé par les centres de recherche? Il me semble que dans beaucoup d'universités, il y a beaucoup de matériel qui est remisé, qui est mis dans des petites des salles qui sont oubliées par la suite ou qui va tout simplement à la poubelle. Est-ce que là, il n'y aurait pas une prise de conscience peut-être à susciter du côté du monde universitaire et des grands organismes publics de recherche qui sont les principaux producteurs de connaissances? Il y a peut-être quelque chose là à dynamiser. Peut-être que la forme musée est plus celle qui aujourd'hui correspond à ce besoin. Votre remarque est tout à fait pertinente, mais ça pose deux questions. Ça pose premièrement la question de qui va le faire et avec quels moyens. Si vous êtes un enseignant-chercheur en sciences, si vous commencez à vous intéresser aux expositions ou à l'histoire des sciences, vous ne faites plus de la recherche et vous n'êtes plus considéré comme un chercheur actif. C'est d'ailleurs remarquable de voir que généralement les gens qui s'intéressent à l'histoire des disciplines scientifiques sont des chercheurs à la retraite, pas des chercheurs en activité. Par ailleurs, ce travail ne devrait pas être fait que par des scientifiques, il devrait être fait par des historiens ou par des chercheurs de sciences sociales. Et aujourd'hui, nous sommes une minorité, vraiment une très petite minorité d'enseignants-chercheurs à s'intéresser à ces questions. On n'est pas assez nombreux, il y a peu d'enseignements de jeunes chercheurs dans ce domaine. Et donc, compte tenu de l'ampleur de la tâche, je suis assez pessimiste pour ce qui sera justement le patrimoine qu'on va léguer aux générations futures. Peut-être que si on liait dans l'éducation, dans les formations en fait initiales des élèves ingénieurs et des élèves, des étudiants en fac de sciences, si on liait une dimension histoire de la discipline, histoire des sciences sous l'angle scientifique aussi cette fois-ci, peut-être que ça permettrait de faire un cercle vertueux qui forcerait d'une certaine manière les collections. Et peut-être que ce serait un moyen pour favoriser la conservation de ce patrimoine et la réintégrer dans l'enseignement supérieur. Le bon sens me conduit à vous donner raison. On peut difficilement dire que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, mais dans les faits, c'est pas comme ça que ça se passe. Même s'il y a un petit regain d'intérêt pour l'histoire des sciences et la volonté aujourd'hui d'intégrer davantage une réflexion sciences techniques et société à l'enseignement des sciences et dans la formation d'ingénieurs, il n'empêche que cet enseignement est extrêmement marginal, souvent non évalué et non reconnu pour l'obtention du diplôme. Donc je crois que là, il y a quand même beaucoup d'inventivité, de créativité à mettre en œuvre pour renouveler ce domaine.
La question de l'évaluation des musées aujourd'hui, c'est vrai que c'est une question qui est réellement problématique, de mon point de vue. C'est-à-dire que du point de vue de quelqu'un de terrain, on est confronté à déjà une grande dichotomie qui est l'évaluation, on va dire, qualitative et quantitative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de produire des statistiques de fréquentation, d'avoir des sociotypes, on va dire, de nos publics. Est-ce qu'il y a des jeunes? Est-ce qu'il n'y a pas des jeunes? C'est des données qui sont tout à fait importantes, mais régulièrement, on se plaint de passer à côté des critères plus qualitatifs, c'est-à-dire les vrais enjeux de nos institutions. Comment on va mesurer le fait que des jeunes qui vont passer dans des expositions ou dans des ateliers, quelques années plus tard, vont peut-être réinjecter cette expérience qu'ils auront vécue chez nous dans l'apprentissage qu'ils vont avoir derrière au lycée et dans des institutions supérieures s'ils en font. Comment on va retrouver la trace de ce passage dans le musée scientifique? Mais voilà, comment évaluer mieux le travail de ces musées vis-à-vis du public, mais je dirais aussi vis-à-vis des scientifiques, et comment un musée scientifique va aussi permettre à des jeunes chercheurs ou à des étudiants à avancer dans leur pratique. Et donc ça, c'est vraiment une question, l'évaluation qualitative. Alors est-ce que c'est juste une utopie d'après vous, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait travailler plus concrètement, plus techniquement même, sur des outils et des critères à mettre en œuvre, puisqu'on vit dans un monde de critères aujourd'hui. Avant de vous répondre, ou en tous les cas d'essayer de vous répondre, je voudrais d'abord évoquer de manière plus large les enjeux qui sont liés à l'évaluation aujourd'hui, puisque en tant que chercheur en muséologie, c'est une des dimensions qui alimente notre travail de chercheur, parce que ça correspond à une espèce de commande sociale permanente. Il me semble que, d'abord, sur la première mission, c'est-à-dire par rapport au patrimoine, tous les musées, et notamment ceux qui prétendent au label Musée de France, sont obligés de présenter ce qu'on appelle un projet scientifique et culturel. Et moi, je suis absolument étonné de voir que le projet scientifique et culturel est devenu une espèce d'obligation formelle, un texte écrit de manière abstraite, sans qu'on se soit saisi de l'importance pour l'institution d'écrire et de discuter de la nature de son projet scientifique, c'est-à-dire quel patrimoine, comment le construire et comment le gérer, et culturel, c'est-à-dire quel public, quelles actions, et avec quels effets attendus en direction de ces publics. Alors donc je voudrais d'abord m'étonner de ce que l'obligation de présenter un projet scientifique et culturel ne soit pas devenue un moment fort pour discuter des buts, des publics et puis de la politique scientifique des musées. La deuxième remarque à propos de l'évaluation, c'est qu'aujourd'hui, les institutions culturelles, comme beaucoup d'autres institutions, coûtent cher. Budgétairement, c'est quelque chose d'important. Et il y a eu un changement important que vous connaissez autant que moi, c'est qu'autrefois, c'était plutôt les ministères et l'État qui finançaient les grandes institutions culturelles publiques. Aujourd'hui, c'est plus l'État. Ce sont les collectivités territoriales et surtout les municipalités. Et donc la proximité qu'il y a entre l'institution culturelle et les lieux de décision, ceux qui donnent les crédits de fonctionnement, contraint les institutions culturelles à une espèce d'obligation de résultat. C'est-à-dire que plus vous demandez des moyens pour travailler, et plus votre commanditaire est en droit de vous demander « mais que fais-tu du budget important qu'on accorde à ton institution ?» Et donc cette obligation de résultat a provoqué une espèce d'inflation d'enquêtes quantitatives pour essayer de comprendre qui étaient les publics. Et moi, je suis très frappé du fait qu'aujourd'hui, pour estimer la qualité d'une exposition, on ne parle pas tellement de l'inventivité ou de la créativité de ceux qui l'ont conçue, mais du nombre de visiteurs qu'elle a reçus. Alors donc, finalement, on peut se demander si à terme, les expositions ne seront pas réduites à ce qui existe déjà en matière de presse ou de télévision, c'est-à-dire ce qui sera considéré comme une exposition réussie, ce sera l'audimat en termes de visiteurs de l'exposition. Dinosaures. Donc ça, c'est la deuxième remarque que je voulais faire. La troisième, concernant l'évaluation que vous avez appelée plus qualitative, je suis devenu extrêmement modeste, c'est-à-dire que plus j'avance dans
travaille sur l'évaluation, et plus je me rends compte que le public est imprévisible, que ce qu'il comprend et ce qu'il retient du discours de l'exposition est souvent sans grand rapport avec le contenu même de cette exposition. Et donc, en même temps, c'est pas parce que c'est difficile et parce que les résultats ne sont pas exactement ce qu'on attend que cette tâche n'est pas primordiale. Et donc, il faut continuer à la faire, et tout en se disant que il y a une espèce de mystère de la réception, il y a un mystère du visiteur qui fait que on est très très loin des schémas extrêmement simplificateurs qu'on a habituellement en tête en matière de réception d'un message culturel. Oui. Il faut faire passer le message, on entend souvent ça. En fait, le message, il passe pas vraiment de façon très, très simple et très souple. Mais ça me renvoie aussi à une autre question, c'est la question de l'évaluation. C'est vrai, je comprends parfaitement, ça m'évoque beaucoup de choses très concrètes, l'idée que le pouvoir se rapprochant, enfin, c'est-à-dire étant confronté à des pouvoirs locaux, notamment celui des collectivités locales, en termes de financement et en termes de choix, même d'orientation de la programmation, puisqu'on est quand même très lié sur les territoires, en tous les cas pour les CCSTI. Mais je crois aussi savoir que pour certains muséums, enfin pour beaucoup, puisqu'ils sont souvent municipaux, il y a aussi une tension qui est forte. Donc ça se traduit à la fois par des thématiques qui sont plus ou moins imposées, qui sont des thématiques qu'on essaie de développer dans le territoire, puisqu'on essaie d'avoir des approches de territoire, comme on dit aujourd'hui, c'est transversal à travers différentes institutions, à travers différents établissements. Ça me renvoie à la question aussi de la fonction sociale finalement de nos institutions, des musées de sciences, des centres de culture scientifique. Et c'est vrai qu'on est très centré sur une approche peut-être de type médiatique, c'est-à-dire l'effet sur le public, mais il me semble qu'il faudrait regarder aussi l'effet sur le monde politique et le monde des décideurs. Quel effet ça a finalement quand un maire décide de s'impliquer dans l'année de la biodiversité, par exemple, comme c'est le cas à Grenoble. Qu'est-ce que ça apporte aussi en termes d'évaluation par rapport à une politique qui est menée, c'est-à-dire par rapport à des choix, puisque c'est un choix politique qui s'établit à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il en attend? Qu'est-ce que ça apporte? Et là, c'est pas simplement en termes de effet sur le visiteur, mais aussi c'est effet plutôt dans la sphère politique, on va dire. Donc, qu'est-ce que ça apporte? Je pense aussi par rapport aux scientifiques, ça me paraît important d'avoir aussi une réflexion sur ce versant-là, c'est-à-dire de ne pas déconnecter. On dit toujours qu'il ne faut pas déconnecter la culture scientifique du monde des producteurs de savoir, pour utiliser cette expression, de l'université, des labos privés, des labos publics, des labos privés. Quel effet ça a sur eux, en fait, les actions de culture scientifique? Moi, j'ai entendu dans votre réflexion que le musée ou le centre de culture scientifique, sa cible première n'est pas nécessairement le public des visiteurs, ce qu'on pourrait appeler les usagers. Il a aussi un rôle à jouer au niveau de la sociabilité. Et donc, je trouve que cette dimension est évidemment très intéressante et que c'est effectivement très réducteur de limiter la question de l'évaluation à l'évaluation des effets sur le public des visiteurs. Je trouve que votre remarque est tout à fait fondée et que les institutions culturelles, elles ont un rôle important à jouer vis-à-vis de la communauté des spécialistes et vis-à-vis de l'ensemble des décideurs. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en matière de musée, le monde a changé. Et le monde a changé comment? Les musées modernes sont nés pour l'Europe dans le courant du XIXe siècle. Le muséum d'histoire naturelle se configure très exactement dans le courant du XIXe et il ne va quasiment plus bouger jusqu'au milieu du XXe siècle. Donc, le monde des musées va petit à petit être remplacé par un autre type d'équipement qui va naître en Amérique du Nord et qui est l'idée que dans un musée, on regarde et on ne touche pas. Et donc, avec la popularisation des méthodes actives, on prend conscience que pour éduquer en particulier les adolescents en matière de sciences, c'est mieux quand ils agissent. Et donc on va fabriquer un nouveau type d'équipement qui va succéder aux musées, enfin qui va exister à côté des musées, qu'on appelle les centres de sciences. Qu'est-ce que c'est qu'un centre de sciences? C'est un lieu qui n'a pas de collection, ou très peu de collection, et qui construit des dispositifs qu'on appelle aujourd'hui des dispositifs interactifs mécaniques et qui vont présenter les grands concepts scientifiques ou techniques en faisant agir le public. Par exemple,
pour les familiariser à ce que c'est que l'électricité. Ils vont monter sur une bicyclette et ils vont pédaler pour allumer des lampes. Au Centre de sciences et à l'interactivité mécanique succédera à partir de 1980, et ce type d'établissement est à la fois aux États-Unis et en Europe, l'Exploratorium de San Francisco avec le soutien de Apple, et puis la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, avec l'idée que les technologies de la communication vont permettre d'aller beaucoup plus loin que l'interactivité mécanique, et donc vont apparaître les nouveaux espaces de diffusion des sciences et des techniques avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'interactivité avec les médias informatisés. On voit bien qu'aujourd'hui, ce modèle-là est le modèle dominant et il pose question concernant l'avenir des musées. Un musée qui n'a plus de collection et qui se contente d'utiliser des médias, moi j'aurais tendance à dire, est-ce qu'il n'est pas destiné à devenir un lieu qui ne produit plus aucun discours original, mais qui se contente de répliquer et de reproduire ce qui est diffusé partout ailleurs. Et du coup, est-ce que c'est vraiment utile d'aller dans un lieu pour finalement faire et voir ce qu'on peut faire en restant chez soi et en consultant des sites en ligne? Donc, je pense que l'avenir des musées, pour moi, l'avenir du musée qui ferait le pari de tout confier aux médias informatisés, l'avenir me paraît très incertain. Et je vois mal un musée devenir un espèce de Google bis. Un musée qui ne serait qu'une espèce de googlisation des savoirs me paraît sans intérêt. Donc je parie pour un renouveau des musées avec des collections et des vrais objets. Mais je peux me tromper. Non, effectivement, je suis assez d'accord sur l'idée que si on vient au musée pour finalement consulter une base de données telle que celle qu'on peut consulter chez soi avec une connexion Internet haut débit, il n'y a pas de grand intérêt à venir au musée. Le seul, l'intérêt, outre les objets réels et les collections, un autre intérêt qui est fort et sur lequel on insiste aussi beaucoup dans les centres de sciences, mais j'espère dans d'autres établissements, c'est la médiation humaine, c'est-à-dire le fait d'avoir des animateurs, des médiateurs. Donc là, il s'agit de personnes qui sont dans les salles d'animation, dans les salles de découverte, les salles d'exposition, et qui sont à la disposition du public. Mais ça, c'est quelque chose, c'est une valeur ajoutée, il me semble, de nos lieux qui est complètement indispensable et qu'il faut absolument conserver, parce que, en tous les cas, ça correspond à une attente du public. Et il y a l'idée que les scientifiques ont une place aussi, ont leur place à jouer dans les institutions de culture scientifique et à la rencontre directement du public. C'est un des lieux, les musées, les centres de sciences, dans lesquels on peut avoir ce contact humain. Donc ça, c'est peut-être une des pistes d'avenir peut-être pour nos musées. Non, je vous vois sourire. Si. Bon, c'est pour moi très difficile de dire du mal de la médiation humaine. Mon laboratoire est spécialisé dans les médiations culturelles. Il n'empêche que la situation n'est pas si simple qu'il y paraît. Si on souhaite que la diffusion soit faite à large échelle, la médiation humaine n'est pas la bonne méthode, puisqu'un médiateur peut difficilement faire face à plus d'un groupe de 9 à 15 personnes. Et déjà 15, ça fait beaucoup. Ça veut donc dire que c'est un facteur limitant, la présence du médiateur. Deuxièmement, si on veut que le médiateur fasse une médiation qui ne soit pas trop bébête, il faut que ce soit quelqu'un de très compétent et de bien formé. Ça veut donc dire de bien payer. Or, la tendance actuelle, c'est de tout faire pour diminuer les emplois dans la fonction publique et regarder les efforts que l'on fait pour supprimer, faire diminuer le nombre de maîtres. Alors, je parle de l'éducation, mais en matière de musée, quand vous discutez, je pense que vous le faites assez fréquemment avec vos élus, ils sont d'accord pour vous soutenir, sauf si vous demandez la création d'emplois. Là, ils deviennent extrêmement réticents. Donc, si on regarde bien ce qui se passe en matière de médiation, les médiateurs sont mal payés. En principe, ils sont bien formés, puisque c'est nous qui les formons, mais ils ont du mal à faire carrière dans le métier. C'est un métier qu'ils font passagèrement en vue de trouver un emploi mieux rémunéré dans lequel ils pourraient s'inscrire dans la durée. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une action, un mode d'intervention d'avenir. C'est-à-dire que, selon moi, il va y avoir une division en deux dans les musées modernes. Il y aura les grandes expositions
dans lequel les visiteurs seront la plupart du temps autonomes, avec des médiations pour des petits groupes payantes et réservées aux gens qui ont les moyens d'être disponibles et de payer pour ce supplément. Et puis, sinon, donc des moyens avec les médias informatisés. Et puis, une action différente, faite généralement en dehors de l'exposition, dans des ateliers, pour ce qu'on appelle les publics écartés et disposant de crédits différents, puisqu'on sait qu'on ne peut pas travailler de la même façon avec ces publics-là. Il me semble que c'est ce qui est en train de se dessiner dans le paysage du fonctionnement des musées et des centres de sciences aujourd'hui. Mais bon, peut-être que vous avez un avis différent. Non, moi je partage cet avis. C'est vrai, pour des questions de coûts et d'allocation de ressources, il y a un véritable problème de la médiation, ça c'est indéniable. C'est vrai aussi qu'il y a une fragmentation qui se calque au public, au type de typologie de public, je dirais une sorte de marketing en fait du public, dans les murs, hors les murs, parce que je pense aussi que de plus en plus le musée du XXIe siècle a une activité dans le social, hors les murs de son établissement, même si c'est important de conserver des murs et d'avoir aussi un lieu qui fasse référence, qui soit un lieu repère aussi, qui soit un lieu plus qu'un signal, qui soit vraiment un repère sur le fond dans un territoire. Mais on a une action hors les murs qui est de plus en plus forte, à la fois donc, dans les centres de sciences, c'est vrai que c'est quelque chose qui est inscrit dans les gènes, puisque ça fait partie des chartes des CCSTI, etc. Mais j'observe aussi qu'y compris les musées d'art, par exemple, s'impliquent de plus en plus dans des prêts de collection, dans des bibliothèques de quartier, dans des MJC même, à certains endroits. Donc il y a vraiment une action sur le terrain qui se fait de plus en plus. Et puis, la piste Internet et la piste du virtuel me paraît quand même tout à fait intéressante aussi, dans le sens où certains musées ont pris conscience déjà depuis un moment, alors des grands musées, parce que là aussi, il faut des moyens. C'est pas évident, il suffit pas d'un webmaster dans un coin pour produire des contenus sur Internet, mais il y a toute une forme de muséologie, on va dire, virtuelle, qui permet d'autres formes de médiation, finalement, que des formes de médiation scénographiques. On peut aussi avoir une logique média numérique qui soit complètement différente de celle qu'on va utiliser dans la salle d'exposition. C'est clair qu'aujourd'hui, le musée moderne, c'est un espace de rencontre. Il est inséré dans le tissu urbain. C'est un lieu de chalandise. Il n'est plus séparé du reste de la cité. Et donc, ça devient un équipement culturel et plus un musée sacro-saint et qui serait seulement lié à une dimension éducative. Je crois aussi que le musée moderne sera davantage pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on y exposera aussi bien de l'ethnographie que des sciences, que des arts. Et je pense que le musée, tôt ou tard, sera gratuit. Parce que la culture, dans la culture, si elle continue à être dans la mouvance du public, elle est destinée à être gratuite, ou alors ça devient une marchandise. Et dans ce cas-là, on entre dans le secteur des industries culturelles. Oui, puisque la culture, c'est bien ce qui reste quand on l'a donné. Pourquoi pas. C'est déjà fini, bravo et merci. La semaine prochaine, on se retrouve pour un nouveau débat, 2 invités sur ce même plateau, rien que pour eux.